Voilà. Alors je vous présente Luca Giacomoni, qui est donc metteur en scène, qui est porteur du projet Iliade que vous avez vu ici. Mourad Aïdouman, qui est aussi acteur et donc qui a participé ici au projet Iliade. Vincent Spronck, chef d'établissement de la prison de Mons, et à qui on doit notamment un article intitulé « La culture n'a pas sa place en prison ». Donc voilà. Article que j'affectionne particulièrement. Charles Doyen, qui est donc chercheur qualifié à la faculté de philo et lettres et aussi professeur de grec ancien. Voilà. Donc vous voyez qu'on a un panel d'intervenants tout à fait mixte. Donc voilà, heureusement que je suis là pour un peu modérer tout ça. Mais on va peut-être directement rentrer dans le débat à partir de cette question-là. Parce que peut-être que le fait que justement la masculinité soit un peu surreprésentée ici sur l'estrade n'est peut-être pas tout à fait anodin par rapport à l'objet justement à la nature du projet qu'on a donc ici. Voilà. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être poser une question un peu double à ce propos-là. Est-ce que d'une part, ce projet aurait pu être mené avec des femmes, des tenues éventuellement, et des actrices professionnelles femmes. Et ma sous-question, c'est sinon, est-ce qu'il y avait une vraie volonté de peut-être mettre en lumière certaines formes de masculinité dans ce projet. Voilà. Alors, peut-être, si quelqu'un veut se lancer spontanément, sinon j'aurais presque laissé Charles s'emparer sinon du sujet, mais vas-y. Alors je m'empare. En tout cas, à mon sens, le projet tel qu'il met en scène Iliade, évidemment, peut difficilement se faire autrement qu'avec des hommes, parce qu'Iliade est fondamentalement une histoire d'hommes, une histoire d'hommes au combat, une histoire d'hommes au conseil. C'est une représentation de la société grecque telle qu'elle est figurée par Homère, où il y a cette double fonction de la masculinité, celle qui délibère au conseil et celle qui prend part au combat. Donc de ce point de vue-là, je pense, non pas qu'il n'y ait pas de femmes dans l'Iliade, évidemment, mais le cœur de la problématique de l'Iliade se centre effectivement sur des questions d'hommes. Aussi, pour ma part, le désir était vraiment de questionner une certaine forme de masculinité et de virilité, et notamment la manière d'être homme qui existe chez Homère, les manières d'être homme très différentes l'une de l'autre. Et aussi, il me semble que c'est un sujet qui en détention prend une certaine place. J'ai eu l'impression qu'il était important de parler de ce sujet-là et d'en faire à travers les héros de Homère, parce qu'à mon arrivée à Meaux, j'ai senti que c'était quelque chose qui, même si on ne le nommait pas, posait problème. C'était quelque chose qui était au cœur de nos échanges. D'ailleurs, vous voyez une scène, la seule scène du spectacle que vous voyez quand tout le monde est à genoux. Mourad peut-être pourrait en dire plus que moi, mais je ne sais pas si tu te souviens, la première fois que j'ai proposé de faire cette scène, personne ne voulait se mettre à genoux. Il était impossible de se mettre à genoux et faire cette scène-là. Tout le monde m'a dit non. Tu m'as dit tu rêves, on ne va pas se mettre à genoux pour toi, pour cette scène. Et finalement, la scène, on l'a fait. Et cette chose-là, ça raconte déjà un déplacement, une certaine idée qu'on a d'être homme. Moi, je pense que c'est une question de respect. En fait, le respect de soi-même, le respect de l'autre, le respect qu'on a de l'image des autres, même de la femme en soi. Donc, et dans l'Iliade, moi, je pense que la femme, elle est présente. Même si on la voit pas autant que les autres personnages, on n'en parle pas autant, mais en fait, ça part d'une femme, tout ça. Ça part... elle est présente, encore plus présente qu'en réalité tous les personnages dont on a raconté leur propre histoire. Moi, je pense que l'Iliade, on ne peut pas la dissocier de la femme. Pour moi, hein, c'est mon point de vue, c'est l'Iliade, les guerriers et la femme, ils vont ensemble.
Même si on ne les voit pas au combat. On ne parle pas des combats qu'elles ont vécus, mais ça soit elles ont vécu plus de combats en fait que les propres guerriers qui sont sur le terrain. Mais la femme, elle est là, elle est présente pour moi. Donc qu'on dise une masculinité, elle est là aussi la femme. Donc c'est mon point de vue. Quelqu'un peut encore réagir là-dessus? Sinon, Vincent Sprong, vous avez la particularité d'avoir aussi participé à la direction d'une prison pour femmes. Et donc peut-être sur la question aussi de la place de la culture en détention, est-ce qu'il y a une différence par rapport à la culture dans une prison pour femmes ou dans une prison pour hommes? Est-ce que la prison pour femmes, est-ce que les murs de la prison pour femmes sont peut-être plus poreux pour laisser passer la culture ou pas? Est-ce que vous y voyez J'ai pas beaucoup travaillé à Berkendal, mais Berkendal a une particularité par rapport aux autres prisons pour femmes. C'est que c'est la seule prison où il n'y a que des femmes. Toutes les autres prisons en Belgique, c'est un quartier femmes perdu dans un quartier d'hommes. Et le problème dès lors, c'est que toute la prison pour femmes qui est dans le quartier, qui est dans une prison pour hommes, subit les mêmes contraintes de sécurité que le côté homme. Tandis qu'à Berkendal, comme ce n'est qu'un quartier de femmes, on craint moins des incidents. On sait qu'a priori, il n'y aura pas de mouvement collectif. Je ne l'explique pas, je ne sais pas. Mais on sait qu'en détention, les femmes peuvent se battre entre elles. Il peut y avoir des bagarres de femmes terribles, mais c'est beaucoup plus individuel. On ne craint pas des gros mouvements. Et donc la sécurité est un peu différemment portée dans la prison de Berkendal et donc rend inévitablement tout beaucoup plus poreux. La sécurité en prison, ça empêchait l'extérieur de venir le plus possible. Je pense que c'est une fausse sécurité par ailleurs, mais c'est ça le principe de base. À Berkendal, comme la sécurité baisse, l'extérieur vient bien volontiers. Il y a une espèce de bienveillance qui existe à Berkendal que je ne vois pas au premier abord, en tous les cas, dans les prisons pour hommes. Si on cherche un peu, on la trouve. Et donc, en effet, il y a quelque chose qui peut se passer, mais c'est plus dû à des questions d'infrastructure, conséquences de la population hébergée, à mon avis, que du fait que ce soit des femmes, en fait. C'est presque je suis un peu gêné de donner une réponse aussi plate, mais c'est presque des questions architecturales, de conception. Si le lieu est par définition ouvert, ou plus ouvert qu'un autre, évidemment, tout rentrera plus facilement dans ce lieu, dont la culture. Mais c'est pas pour ça que les hommes en prison sont moins réceptifs à la culture, évidemment. La réceptivité est la même. Je ne la vois pas changer, puisqu'on est plus dans du béton, mettons, pour faire simple, dans des prisons pour hommes. Je ne vois pas une avidité plus grande, un manque plus grand. La réception est la même, me semble-t-il, dans les deux types d'établissements. Et par rapport à l'importance d'amener la culture en prison, est-ce que c'est quelque chose est-ce que la culture a sa place en prison? Est-ce que donc il y a une bonne réception, mais est-ce que c'est aussi le lieu où elle peut vraiment se développer? Quelles sont éventuellement les difficultés à cela? Donc, je me tourne vers vous, mais aussi vers toi, Lucas, ou vers toi, Mourad. Est-ce qu'il y a des difficultés vraiment à porter un projet en centre fermé, dans un lieu de privation de liberté? La réponse est oui. Quand j'ai commis cet article, la culture n'a pas sa place en prison, c'est vraiment ça. Évidemment qu'elle est la bienvenue, mais radicalement, la culture, ça sert à quoi? Ça sert à comprendre ce qui se passe. Ça sert à s'élever, à se libérer de ses premières pensées. Ça sert à se mettre en mouvement, à voir de nouveaux horizons. Que des mots que j'emploie qui n'ont absolument pas leur place en prison. Horizon, qui voit un horizon en prison à part du béton. Mouvement. Surtout pas. On craint les mouvements. Je vous l'ai dit sans le faire exprès tout à l'heure. On ne craint pas les mouvements de femmes en prison. Donc ça veut dire qu'on craint les mouvements, quoi. Donc la culture est radicalement, en tout cas ce type de culture est radicalement opposé au fonctionnement naturel de la prison. Par ailleurs, il ne faut surtout pas laisser la prison faire de la prison. Sinon on va dans le mur, c'est le cas de le dire. Donc, ontologiquement, disons, elle n'a pas sa place. Mais surtout, il faut qu'elle vienne. Ça, c'est un élément. Mais donc, il n'y a que des difficultés à la faire venir. Elle est contraire à la prison. Ça, à mon avis, c'est un niveau très structurel. Alors, j'imagine que vous pourrez en parler mieux que moi. Les bêtes contraintes carcérales, d'horaire, de mouvement, d'avoir son détenu à tel moment, c'est infernal.
il y a toujours autre chose à faire en prison. On pense que les prisons sont des lieux morts où le détenu est présent et est disponible. Je crois que ce n'est pas vrai pour plusieurs raisons, dont une, il y a le palais de justice qui l'appelle, et donc il doit aller voir son avocat, où il est convoqué par les flics. Ou bien alors il y a une visite qu'il ne veut pas rater, c'est normal. Ou bien pour une fois il peut aller au préau parce que je ne sais... Enfin, il a besoin du... Il y a toujours plein de trucs qui fait que les intervenants extérieurs qui n'ont pas une réputation purement carcérale sont les derniers, entre guillemets, à être servis en prison. C'est comme ça que ça marche, c'est une donnée de base. D'abord, tout ce qui est officiel. La culture, ça, si on a le temps, c'est bien connu. Donc, il y a ce présupposé-là. Et puis, par ailleurs, en prison, on manque de tout. Hein. Enfin, ça Mourad le dirait certainement mieux que moi. On manque de tout. Et donc, quand on a sa famille qui vient, priorité à la famille, c'est bien normal. Et donc, c'est pas facile de constituer des groupes. Donc, je crois qu'il y a une espèce de difficulté organisationnelle. Troisième difficulté, puis je laisse la parole, c'est... il faut voir ce que c'est que de vivre en prison. Ici, j'ai l'impression qu'on a vu des gars qui sont en maison de peine, on dirait en Belgique, en centrale, dirait-on en France. Je ne sais pas si c'était une centrale, je ne sais pas très bien, mais en tous les cas, c'est des gars qui sont bien installés dans leur peine, où les choses sont relativement claires. Quand on est en prison, il y a quand même toute une longue phase, la préventive, et puis l'installation dans la maison de peine, où on est assailli par la prison, par l'inquiétude. On n'a pas encore trouvé ses marques. On n'a pas encore pu, à la limite, apprendre à vivre avec soi-même comme étant détenu. On peut être mort de honte de ce qu'on a fait, on peut être oppressé par les menaces des autres détenus qu'on ne connaît pas, on peut être oppressé par la famille qui n'arrête pas de ne pas comprendre pourquoi on en est là, etc. On peut être très inquiet parce qu'on a laissé la famille dehors, qui va la faire vivre. On est inquiet parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, l'avocat qui ne vient pas assez vite, la procédure judiciaire qu'on ne comprend pas, le sentiment d'injustice d'avoir vécu ça, de la violence qui règne en prison. Donc il y a une espèce de disponibilité psychique en prison qui n'existe pas, même si on a l'impression que les détenus n'ont que ça à faire. Non, ils n'ont pas que ça à faire. Il y a la tête qui est très très occupée. Et donc je pense que pour mener des projets comme ça, il faut aussi une disponibilité de la part du détenu, et il n'est pas, pour moi, responsable de ce manque de disponibilité. Tout le système fait en sorte qu'il ne soit pas disponible pour ça. Donc ça, c'est une troisième énorme difficulté. Et alors, moi, ça me semble être parfois une limite des projets culturels menés en prison. En tous les cas, c'est une limite, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Ça touche souvent des gars qui vont plutôt bien. Et c'est ce qu'on voit dans les gars les plus actifs en prison, c'est toujours les mêmes. Ceux qui sont au travail, ce sont ceux qui iront à un projet culturel, ce sont ceux qui iront au sport, etc. Ça touche toujours les mêmes. Il y a toujours une grande partie, c'est pas qu'elle est oubliée, mais c'est que c'est difficile de la mobiliser tellement elle est fracassée. Pour moi, la culture en prison, elle est primordiale. Vous parliez d'horizon, il n'y a pas d'horizon en prison, si. Elle est mentale. L'horizon, elle est mentale. Quelqu'un qui lit va pouvoir s'évader plus que quelqu'un qui ne lit pas, par exemple. Donc son imaginaire va faire qu'il va sortir de cette routine, qu'il va sortir de cet endroit clos, qu'il va penser à autre chose qu'à ses propres problèmes. Donc vous parlez d'horizon. Moi, je pense que la culture, faut ramener plus de culture en prison, mais il faut ramener des histoires qui parlent aux détenus, quelque part. Et pour moi, l'Iliade, pour parler de mon exemple, j'étais quelqu'un de réservé, en fait. Quelqu'un de réservé, je n'allais pas vers les gens. Mais ma porte n'était pas fermée. Il suffisait juste de prendre son courage et de venir toquer à la porte et voir ce qui se passe derrière. Luca, il a eu ce courage-là. Il est venu et il nous a proposé un projet qui nous parlait. Donc, d'où ma présence aujourd'hui, en ayant en mémoire tout le parcours qu'on a fait jusqu'à présent. Mais la culture en prison, faut la ramener. Il faut ramener le maximum de culture, que ce soit de la musique, soit de la poésie, de la littérature, du dessin, peu importe. Mais il faut ramener, il faut la faire traverser. Il faut qu'elle traverse tous les murs, tous les sas, tous les bureaux. Il faut qu'elle traverse les portes des cellules des détenus, si vous voulez que les gens changent. Et ça change réellement. Un homme, ça vous le change. Qu'il ait ses problèmes familiaux ou pas, automatiquement, à un moment donné, il va se poser des réelles questions parce qu'il va être face au mur, il va être face à lui-même en réalité. Et la culture, non, on ne peut pas la dissocier de la prison, encore plus carrément. Je dirais, c'est une folie s'il n'y a pas de culture en prison. Parce qu'il va rester quoi en réalité?
Il va rester que le mal, c'est-à-dire se ronger, réfléchir, peut-être penser dans le mauvais sens, ou pas avoir de bons conseillers à côté de soi, ruminer jusqu'au bout, jusqu'à quel point. Il faut ramener de la culture, il faut ramener des histoires qui parlent ou qui font voyager, qui changent. Mais on ne peut pas dissocier la culture de... Parce que l'être humain, il est fait pour apprendre de base. Depuis la naissance, on apprend, on continue d'apprendre, on apprend sur soi-même, on apprend sur les autres, on apprend des autres, les autres apprennent de nous. C'est petit à petit, mais voilà. J'aimerais dire quelque chose qui va dans ton sens, Mourad, et dans le sens de Vincent. C'est une chose que je répète souvent et que ce n'est pas un détail. Toute cette aventure a commencé parce qu'en 2016, j'ai reçu l'invitation de Irène Muscari, que vous voyez dans le film, responsable culturel du centre pénitentiaire de Meaux, de faire un atelier sur la question de la violence. C'était suite aux événements de Charlie Hebdo, et en fait, l'argent qui m'a été confié pour cet atelier était clairement fléché lutte contre l'islam radical en milieu pénitentiaire. Et en fait, le groupe à qui j'ai proposé le projet, il n'y avait personne qui était vraiment concerné, parce que c'était des personnes qui, comme vous dites, étaient déjà en quelque sorte avec un pas ou une envie ou le désir de s'inscrire en atelier théâtre. Et en fait, à un moment donné, Irène a réussi à convaincre une personne. J'en parle aujourd'hui, je ne pouvais pas en parler à l'époque, mais aujourd'hui je peux en parler. Quelqu'un qui était fiché S, quelqu'un qui affirmait son salafisme ouvertement. Et il a été convaincu par Irène, parce qu'Irène l'a défendu à un moment donné, donc il a dit, bon, en échange, tu viens voir Lucas, et tu fais le théâtre avec nous. Donc il ne voulait pas, au début, finalement, il s'est inscrit. Il a fait le travail avec nous, et c'était quelqu'un qui ne serrait pas la main ni aux femmes, donc ni à mon assistante, ni à la directrice du théâtre, ni à Irène. Et c'était quelqu'un qui était très fermé, qui passait sa vie dans sa cellule à prier. Et petit à petit, c'est ouvert, petit à petit, quelque chose a changé, petit à petit, il a commencé à prendre plaisir à jouer, il avait un rôle aussi important, et il y a eu un vrai changement. La culture, disons ça avec des guillemets, mais en tout cas le travail qu'on a fait avec Iliade a apporté un véritable changement. Et il se trouve que quand le projet a pris de l'ampleur, et donc quand il s'agissait vraiment de sortir, aller au théâtre et jouer ces 10 heures dans un théâtre parisien, le ministère de la Justice a enlevé cette personne en disant il n'est pas question que le ministère de la Justice paye un fichier S pour aller jouer sur le théâtre parisien. Donc, c'était le seul endroit, en quelque sorte, qui correspondait à la subvention qui m'était donnée, et c'était un moment dans lequel, parce que c'est vrai, c'était avec le seul individu à qui je faisais le travail pour lequel j'étais payé, à vrai dire. Et le changement était en cours. Et je me souviens la dernière fois, enfin avant qu'il apprenne, parce qu'il a été viré du jour au lendemain, mais avant qu'il l'apprenne, on s'est croisés dans les couloirs, il m'a dit viens, il y a ma femme, il y a mes enfants, donc il y avait quelque chose qui se passait. Mais le changement est aussi ça. C'est-à-dire qu'après, il faut aussi assumer qu'un changement existe, il faut assumer aussi que ces personnes-là viennent avec leur corps, leur visage, témoigner de ce qu'ils sont, et il faut assumer la responsabilité c'est-à-dire aller jusqu'au bout. Et ça, c'est quelque chose qui était dit, les intentions, mais qui n'a pas été mené véritablement par les gens qui étaient à l'origine du projet. Ça pose en tout cas la question justement de savoir est-ce que les finalités d'un atelier de théâtre peut épouser les finalités pénales. Est-ce que, on entend souvent le théâtre peut participer par exemple à la réinsertion des détenus. Est-ce que, dans ce cadre-là, est-ce que ça peut prévenir de certaines formes de radicalisation, etc. en prison? Ici, on est vraiment en parallèle sur deux types de finalités. Est-ce qu'il y a une forme d'instrumentalisation à ce moment-là de l'outil théâtral ou de la culture, etc., pour servir du coup les finalités pénales, ou est-ce que la culture, d'une certaine manière, peut quand même se permettre du coup de vivre pour elle-même avec ses propres finalités à l'intérieur de la prison, ou est-ce qu'elle n'y échappe? Est-ce qu'elle s'est échappée à ses finalités pénales, ou est-ce qu'elle ne sait pas y échapper?
Moi, je trouve que je ne sais pas quelle est la finalité de la culture. Je ne sais pas. Et à la limite, comme directeur de la prison, d'une certaine manière, ce n'est pas mon problème. Ce que je vois, c'est j'ai déjà vu l'effet de la culture en prison. Et c'est ce que j'ai vu un moment dans le film. En tous les cas, ces intervenants extérieurs qui viennent mener un projet avec des détenus, un projet qui n'est pas du tout pénal, alors tant mieux, enfin d'une certaine manière, quand je vous entendais dire, au départ c'était un instrument de lutte contre le radicalisme, je me disais, enfin le radicalisme a servi à quelque chose. Voilà, ça permet, donc surtout employons-le et retournons-le, ça c'est parfait, c'est évidemment ça qu'il faut faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce que je vois là, et qu'est-ce que j'ai vu quand j'étais à Forêt? C'est quand l'intervenant est là pour faire quelque chose avec les gars, adapter son projet à ceux qu'il a en face de lui, parce que tous les intervenants ne se veulent pas non plus. Hein. J'ai vu des gens passer qui, billes en tête, ne veulent correspondre qu'à leur finalité à eux, qu'à leur projet à eux, et ne l'adaptent pas forcément. Et donc je ne suis pas sûr que c'est tellement mieux que les finalités pénales, finalement. Mais quand ça se met en dialogue comme ça, moi ce que je vois, c'est que c'est de la fraternité qui s'est créée. Il y a eu plusieurs scènes où on voyait ces gars, les détenus, se serrer. Quand on les voyait se parler, on sentait un respect, un regard que je vois rarement en prison, qui n'est pas dans c'est un regard qui n'était plus dans la compétition. J'ai vu un atelier de chant à Forêt, par exemple. Ça se voyait que ces gars, avant de chanter, vivaient de la fraternité entre eux. C'est ce que j'ai vu à un certain moment, je trouve. Au-delà du jeu, ou même avant de jouer, on sentait de la fraternité qui se vivait. Et ça, c'est pour moi le plus beau résultat. La prison n'est pas le lieu de la fraternité. La grande soupe romantique des exclus qui sont unis et qui se mettent ensemble pour traverser une épreuve, je ne le vois pas en prison, c'est du chacun pour soi. Il y a parfois l'un ou l'autre où il y a vraiment une relation authentique qui se crée. Mais des relations collectives en prison, positives et fraternelles, moi je ne les ai pas vues. Enfin, je ne demande qu'à être démenti, hein. Mais à un niveau collectif, je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu quand des intervenants, culturels ou pas que, venaient se mettre au service d'un groupe et mettaient autre chose que du pénal, que du judiciaire, que du pénitentiaire dans le projet. Et puis ça devient autre chose que ce qui est attendu, c'est pas grave. Moi, ce qui compte, mais pas comme directeur, hein, comme homme, comme citoyen, ben, c'est que la fraternité puisse grandir dans tous les lieux, dont la prison. Et là, je trouve que c'est un résultat que la culture peut amener. Et c'est ça qui compte avant tout, à la limite, quel que soit le résultat de la production culturelle. Mais parce qu'on avait un but. On avait un but. Nous avions un but. Oui, il était partagé. Oui, exactement. Ensemble, c'était pas le mien, c'était ensemble. Et d'ailleurs, on l'a encore. Il y a de repart le 29 novembre. Donc, et d'ailleurs, on se posait la question tout à l'heure avec Mourad, est-ce qu'on va retrouver l'énergie et le même but qu'on avait à l'époque, parce que la vie a changé entre-temps. Mais c'est vrai, il y avait un but collectif. Et c'est ça qui a donné cette force-là. Ça se voit, enfin je le redis, j'ai vu des intervenants venir et coller leur projet sans tenir compte du contexte des gars qui étaient là. C'est à l'intervenant que ça fait plaisir, ça sert à rien, ça. Moi, je pense qu'un détenu, on ne peut rien lui imposer. Pardon ? Je pense qu'un détenu, on ne peut rien lui imposer. S'il n'a pas envie de faire, il ne fera pas. Ça s'appelle la liberté, c'est un homme. Oui, bien sûr. C'est de venir avec un projet et de vouloir l'imposer à des détenus. Je vois pas... En fait, je comprends pas. J'essaie de comprendre, mais je comprends pas. Moi non plus. Hein. C'est quelqu'un qui est déjà privé de tout. Vous voulez venir lui imposer encore autre chose. C'est une peine perdue. C'est le cas de le dire. C'est une peine perdue. Donc, et de venir avec un projet qui parle aux gens, en fait, faut qu'ils, quelque part, ils se reconnaissent, ne serait-ce qu'un minimum dans ce qu'il va étudier, dans ce qu'il va raconter, dans ce qu'il va chanter ou dans ce qu'il va écrire. Mais venir imposer, je sais pas, même là, on est là, on est tous dehors, déjà on nous impose le masque, on a du mal. Donc, mais on vit avec. Mais imposer, non. C'est pour ça qu'à certains projets, ils meurent vite dans l'œuf. Contrairement à l'Iliade. Non, parce que c'est... En fait, cette histoire-là, elle est encore d'actualité réellement.
Les seules choses qui changent, c'est les armes. Mais sinon, il y a toujours d'actualité, cette histoire. C'est l'histoire de l'être humain, en fait. Et sa bêtise, des fois. Peut-être des fois, on fait des bêtises par amour, par orgueil. Mais c'est l'histoire de l'être humain. Malheureusement, c'est comme ça. Mais comme je disais à l'époque, c'est une histoire d'amour tragique et sanglante. Mais de base, c'est une histoire d'amour. C'est comme certaines histoires d'amour finissent très très mal. Donc c'est l'histoire c'est l'histoire de quoi, d'un homme vis-à-vis d'une femme. Il a un amour pour elle, il la kidnappe. Allez comprendre quelque chose déjà, kidnapper une femme, ce qu'on peut appeler ça de l'amour. Mais à leur époque, peut-être. Après, c'est l'histoire d'un roi qui a de l'amour pour son frère, qui a subi un affront. C'est l'amour d'un roi encore vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis de ses guerriers. Mais c'est toujours une histoire d'amour, quelque part. Donc, quelquefois, par amour, on fait des conneries. Malheureusement. Mais c'est comme ça. On peut peut-être rentrer un peu plus précisément aussi dans les thématiques du coup de l'Iliade. Donc c'est vrai que j'aurais pas dit l'amour en premier peut-être. Par contre, il y a la violence, la guerre justement, donc qui est peut-être le corollaire justement de l'amour. Peut-être est-ce qu'on peut rentrer, essayer d'un peu mieux comprendre ça, savoir de quelle violence on parle véritablement, et peut-être aussi en sous-question, une question un peu plus concrète aussi, mais donc on l'a bien vu déjà dans le film, mais comment est-ce qu'on met en scène une violence sans véritablement avoir de la violence? Comment est-ce qu'on vit ça? Comment est-ce qu'on va chercher une justesse aussi dans le jeu pour ça? Alors, c'est quand même quelque chose de compliqué à mettre en scène. Donc, peut-être première partie de la question d'abord, de quelle violence est-ce qu'on parle véritablement dans le texte? Et là, je vais peut-être me tourner vers Charles pour cette question-là. Et puis l'autre question après. Ouais, plein d'histoires à raconter. Sur la violence. Merci Chloé. Donc, l'Iliade, c'est d'abord l'histoire d'une colère, en fait. C'est le premier mot de l'Iliade, Ménine. C'est la colère d'Achille. Et donc, fondamentalement, l'Iliade, c'est ça. Les 24 chants de l'Iliade, ça fait 16 000 vers. C'est l'histoire d'un homme en colère. Et il est en colère contre Agamemnon, qui est son patron, en fait. C'est le roi qui est placé au-dessus de lui, mais qui est plus lâche que lui, qui est moins valeureux que lui. Et donc, pour cette raison, ils ne peuvent pas s'entendre. Et toute la violence de l'Iliade, qui s'inscrit évidemment dans le cadre beaucoup plus large de la guerre de Troie, elle se focalise vraiment sur cette question de la dispute qui est poussée à son paroxysme entre Achille et Agamemnon. Alors, l'Iliade est une toute petite partie, en réalité, de la guerre de Troie, puisque ce qu'on raconte dans cette Iliade, ça dure 6 jours et 6 nuits. La guerre de Troie dure 10 ans, et comme Mourad l'évoquait, évidemment, ça remonte à l'enlèvement d'Hélène par Ménélas, et en représailles, l'expédition menée par Agamemnon, qui est le frère de Ménélas, qui fédère tous les rois grecs, et qui monte cette expédition navale jusqu'au mur de Troie. Et l'Iliade intervient après 9 ans de guerre. On l'a évoqué dans le documentaire, on s'est déjà battu pendant 9 ans, tout le monde est fatigué. Et à ce moment-là, ce petit épisode, au niveau narratif, de la colère d'Achille, mais qui contient en réalité toute la dimension profonde et la signification profonde de cette guerre de Troie, est exposé par Homère. Du coup, si on peut faire une gradation des violences qui sont exposées, c'est d'abord la violence au sein du groupe humain, un groupe qui est censé être cohérent, où le meilleur guerrier va affronter le meilleur roi, et réciproquement. Dans une dynamique qui est d'ailleurs très compliquée, parce qu'on peut comprendre les raisons de l'un et de l'autre, en fait. Donc, c'est pas tout blanc ou tout noir. On peut se mettre du point de vue d'Agamemnon, comme on peut se mettre du point de vue d'Achille. Et comme Mourad l'exprimait aussi tout à l'heure, c'est une histoire qui est encore vraie, c'est-à-dire qu'on a autour de nous des Achilles, des Agamemnon. Et on est nous-mêmes parfois Achille ou parfois Agamemnon. Et c'est pour ça, évidemment, que ça parle. Plus largement, cette dispute dans le camp des Grecs, elle a pour cadre le champ de bataille où les Grecs affrontent les Troyens.
Et la dispute entre Achille et Agamemnon va se résoudre en réalité en portant le combat, en portant le conflit contre les Troyens, et ça va toucher son paroxysme dans l'affrontement, le duel entre Achille, le meilleur des Grecs donc, et Hector, le prince troyen, le fils préféré de Priam, qui va mourir, être tué par Achille, et dont le corps plus tard sera réclamé par Priam. Donc voilà pour le contexte narratif, raconté brièvement, mais sinon on en avait pour 2 heures. Voilà, on peut passer à la suite. Oui, la question de la violence, effectivement, ça a traversé toutes les répétitions. Donc pendant 1 an et demi, on s'est plusieurs fois posé cette question. D'ailleurs, Mourad et moi, on aime raconter notre première rencontre parce que je suis arrivé effectivement à proposer à un groupe de personnes parmi lesquelles tout le monde me posait des questions sur le projet, sauf Mourad qui est resté dans un coin en silence en me regardant, de manière un peu sévère. Et dès le départ, la question était posée sur le fait que on pourrait dire on enlève la femme de quelqu'un d'autre. Oui, et on pourrait, quelque part, limiter à l'anecdote de l'épisode. Mais en vérité, ce qui pour moi est important est qu'il y a un être humain qui manque de respect à un autre être humain. Et c'est les premiers mots que j'ai dit au groupe quand on s'est rencontrés, c'est que peu importe, il s'agit, ça peut être quelque chose de beaucoup moins important, en quelque sorte. Il ne faut pas penser que c'est des gamins qui se disputent pour c'est à moi, c'est pas du tout ça. C'est qu'on ne me manque pas de respect. Et si quelqu'un me manque de respect, ce manque de respect génère de la violence. Pour moi, c'est mon avis, la violence naît toujours d'un manque de respect. Je le vois aujourd'hui autour de moi. Si je peux donner mon avis, dans un moment historique dans lequel on parle beaucoup de liberté d'expression, je trouve que c'est dommage d'entendre si peu parler de respect. La liberté de m'exprimer ne doit pas vous manquer de respect à vous, c'est bien là la limite. Mais si je manque de respect à quelqu'un, tôt ou tard, le mal va se réveiller. Et Iliade parle de ça. Iliade parle du fait qu'on ne peut pas humilier, manquer de respect à quelqu'un, parce qu'un jour ou l'autre, cette personne-là va réagir. Et c'est quelque chose qui, il me semble, nous a unis au départ, et c'était un peu le fil conducteur de notre recherche. Et après, je voulais aussi dire qu'à un moment donné, on a répété, il y avait une scène particulièrement violente, ça c'est vraiment une anecdote pour le coup, et je me souviens que on était dans la salle, la grande salle que vous voyez dans le film, et à un moment donné, je disais, mais je comprends pas, il se passe rien, mais il n'y a rien du tout, mais allez-y, c'est pas du tout, la violence, c'est pas ça. Et je me souviens que Mourad, à l'époque, on se connaissait pas, il me vers moi, il m'a dit, Lucas, si tu continues comme ça, je te la montre la violence. Enfin, on te la montre la violence. Ça fait des années qu'on prend sur nous, mais si tu continues comme ça, à un moment donné, on te la montre. Et c'était aussi, voilà, ça racontait aussi dans quel état ce groupe vivait au jour le jour. Je voulais pointer une chose, la question que vous avez posée, c'est comment est-ce que vous mettez en scène la violence, comment vous faites semblant d'être violent. Je trouve que, en fait, c'est amusant de poser cette question parce que je trouve qu'il faudrait poser la question exactement inverse à la prison. Comment faites-vous semblant d'être non violent ? Il y a mettre en scène la violence en prison, on voit que il faut faire un effort pour être violent. C'est ce que je voyais. C'était pas, a priori, on a des gars qui n'ont pas envie. Il y avait une réserve au début. On n'osait pas trop s'exprimer. Et donc, et quand il y a des gestes violents qui sont posés, on voit que c'est joué. Vraiment. La prison, c'est exactement l'inverse. Elle est officiellement non violente, mais tout ça est joué, alors que dans les faits, elle est violente. Je pointais simplement ce paradoxe entre les deux attitudes. Vous mettez en scène la violence, nous mettons en scène la non-violence. Ce qui se passe dans le groupe est radicalement non-violent, en vrai. Ce qui se passe en prison est radicalement violent, en vrai. Il y a une espèce de croisement comme ça que je constate. Du chef de l'institution, qui est une institution qui crée de la violence ?
En général, on dit que la prison ne fait qu'aggraver ce qu'on voit dehors. Par rapport à la violence, Mourad, est-ce que... Moi, par rapport à la violence, il y a plusieurs aspects. C'est violent d'être privé de liberté. Déjà, premièrement, d'être privé des siens, d'être privé, ne serait-ce que liberté de mouvement. C'est avoir affaire à des portes, des grilles, des barreaux. On vous ouvre à telle heure, on vous enferme à telle heure, vous avez la douche à telle heure. C'est violent de le vivre, ça. Pour n'importe qui. Même un animal, vous le mettez en cage, il n'est pas bien. Vous verrez que c'est plus le même. Mais ouvrez la cage, la première chose qu'il va faire, c'est fuir. S'il n'a pas été brisé, s'il a été brisé, il va rester dans sa cage. Après, comment jouer la violence on était déjà dans un milieu violent. Donc en soi, comme je disais à Lucas, ça fait des années qu'on canalise cette violence-là. Parce qu'en réalité, cette violence, elle se retournera, quoi qu'il arrive, contre nous. Donc être violent, c'est hyper facile pour n'importe qui. L'être humain, il peut être violent facilement. Mais faire du bien, c'est plus difficile. Mais la violence en soi, je sais pas, vous vous levez, vous prenez une chaise, vous la mettez dans la tête de quelqu'un, c'est rapide. Ne serait-ce qu'un mot, un manque de respect, un crachat, ou voilà, c'est plusieurs violences. Donc comme Lucas parlait de respect. Donc déjà, le manque de respect, c'est une violence en soi. Pour qui l'a subi, n'importe lequel. Que ce soit un mot, que ce soit un regard, que ce soit un geste, c'est violent. Donc ouais, jouer la violence, pour nous c'était simple en réalité. On vit déjà dans un truc violent, comme j'ai dit à Lucas, s'il y a de la violence que tu veux, on te la donne en une fraction de seconde, on la joue même pas. Honnêtement, on la joue même pas la violence. C'est comme il y avait des spectateurs qui disaient on sent que si vous vouliez passer à l'acte, vous pourriez passer à l'acte. Ça, on le sent. Même si nous, on est dans le jeu, en réalité, on est conscient de ce qu'on fait. On sait très bien que c'est un jeu, mais face à une situation extrêmement violente, ou peu importe, ne serait-ce que le self-défense. Vous faites agresser, mais vous êtes obligé d'utiliser la violence pour vous défendre. Donc, comment comprendre tout ça en réalité au final? Qui est violent? Celui qui se défend ou celui qui attaque? Mais pourtant, la violence, elle est là. Ok. Quelqu'un encore veut ajouter quelque chose par rapport à cette thématique-là? Sinon, peut-être on rentre dans une autre thématique. Je n'étais pas sûre qu'on allait avoir le temps d'y arriver, donc je suis contente d'y arriver. Je voudrais parler du dilemme, qui est aussi une autre thématique qui traverse le texte. Alors peut-être même procéder. Je vais d'abord proposer à Charles de nous rappeler brièvement comment le dilemme existe dans le texte. Et puis, derrière ça, je voudrais vous poser des questions plus précisément, de savoir est-ce que vous êtes parfois confronté au dilemme en tant que directeur de prison, si on a vécu la détention, même aussi en tant qu'intervenant extérieur, comment est-ce qu'on se positionne par rapport aussi à la prison, comment est-ce qu'on y va, est-ce qu'il y a des tiraillements, est-ce qu'il y a des choses qu'on fait alors qu'on aimerait mieux ne pas les faire, un petit peu comment est-ce qu'on fait quand on est face à un choix, quelle position est-ce qu'on peut prendre, et comment est-ce qu'on assume de parfois peut-être poser certains choix qui sont en contradiction avec d'autres. Je vais d'abord laisser la parole à Charles qui va nous refaire un petit topo sur le texte, comme ça nous met en contexte. Oui, et pour raccrocher à ce qu'on a dit, effectivement, le point de départ de l'intrigue est ce manque de respect d'Agamemnon envers Achille, qui s'exprime violemment par le fait qu'Agamemnon enlève Briséis, qui est la captive adorée d'Achille, et qui est surtout le prix qu'il a reçu après le pillage d'une ville. Donc, c'était l'usage ancien que, après avoir dévasté une ville, on rassemblait tout le butin, et puis on retirait certaines parties du butin, donc une partie était d'office réservée au roi, et certaines parties étaient données aux guerriers les plus valeureux. Et quand on avait retiré ces parts du butin, on partageait équitablement le butin entre tous les membres de la société.
Et le cœur du récit est celui-là, c'est que Briseis, c'est pas seulement une femme, c'est pas seulement une femme qu'Achille aime, et aime réellement, mais c'est surtout ce qui représente sa vaillance au combat. C'est la femme qu'il a reçue en captive parce qu'il avait été particulièrement vaillant au combat. Et quand Agamemnon pose cet acte de violence, lui retire Briseis, Achille en fait est forcé de se retirer du combat. Il n'y a pas d'autre choix. Dès lors qu'on retire son butin, on ne le considère plus comme étant le meilleur guerrier, et la conséquence la plus naturelle, c'est qu'il doit sortir de la société des guerriers, et physiquement, pratiquement on pourrait dire théâtralement, ça s'exprime par le fait qu'Achille sort de la scène, se retire dans sa tente, se retire dans sa cabane et ne participe plus au combat. Et on arrive là quelque part au chant 9 de l'Iliade, où la situation est de plus en plus mal pour les Grecs, parce que c'est là tout le sel du récit, évidemment. C'est comme Achille est le meilleur guerrier grec, dès lors qu'il est hors combat, eh bien les Troyens reprennent du terrain face aux Grecs. Et à un moment, la pression des Troyens devient très, très dangereuse. Et on envoie une ambassade chez Achille pour le décider à retourner au combat. Et Achille se pose, est vraiment un carrefour à cet endroit-là. Et il le dit très clairement, en réalité, son destin est double. Il n'est pas forcé d'être Achille, il n'est pas forcé d'être le meilleur des Grecs. En réalité, un oracle pèse sur Achille qui dit, soit Achille, tu combats devant les murs de Troie, tu meurs en pleine jeunesse, en pleine gloire, et tu obtiens pour le prix de cette gloire, de cette mort prématurée, la gloire immortelle. On verra plus tard que la gloire immortelle, en fait, ce n'est rien d'autre que l'Iliade elle-même. L'épopée tout entière célèbre la gloire d'Achille. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix est le suivant. Soit tu ne combats pas vaillamment devant les murs de Troie. En ce cas-là, tu reviendras sain et sauf au pays. C'est ce qu'on appelle en grec un ostos. Et c'est ce qui se passera pour la plupart des Grecs, notamment pour Ulysse, où le récit de retour, l'Odyssée, est aussi une épopée très, très fameuse d'Homère. Et dans ce cas-là, tu vivras vieux, mais tu n'auras pas la gloire. Et donc le dilemme qui se pose à Achille, c'est vraiment celui-là. Soit la mort jeune et la gloire, soit la vie longue et rester inconnu. Alors évidemment, l'Iliade avance des pions, dans la mesure où l'Iliade existe, ça veut dire que la gloire d'Achille existe, que donc Achille se comporte comme Achille. Mais ce choix-là, il est vraiment au cœur de l'épopée et il est réel. Ce n'est pas un choix factice. On pose vraiment la question de savoir est-ce que ça vaut la peine d'être un guerrier comme Achille avec tout ce que ça comporte en termes de vaillance, mais aussi de manque de flexibilité, d'intransigeance. On a d'autres modèles de guerriers qui existent. J'ai évoqué Ulysse tout à l'heure. Ulysse est tout le contraire d'Achille. C'est un héros qui est fouillant, qui attaque de nuit, qui attaque par derrière, qui fait des ruses, et qui du coup va vivre, qui du coup va pouvoir rentrer à Ithaque après la guerre de Troie. Achille a suivi une autre voie, c'est sa voie, et la question est de savoir si il faut, à ce moment-là, clé au chant 9 de l'Iliade, est-ce qu'il doit suivre ce chemin, ou est-ce qu'il doit renoncer, est-ce qu'il doit être Achille, avec toutes les conséquences que ça aura, ou est-ce qu'il peut renoncer au destin qui lui est proposé. Donc voilà le cœur du dilemme. Comment ce dilemme a-t-il fait écho dans voilà, pour vous, dans la construction de la pièce? Voilà, je vous laisse vous emparer de la question du dilemme. Ce dilemme-là, particulièrement, une chose qui m'a frappé la première fois quand nous sommes arrivés à ce moment-là de l'histoire, et on a posé la question non seulement à l'acteur qui joue le rôle d'Achille, mais à tout le monde, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu choisis, le bonheur ou la gloire? C'est quoi ta destinée? Tu te vois dans cette vie-là, et donc avec une femme tranquille, ou bien dans quelque chose qui peut-être va te mener vers la mort, mais qui sera resplendissant pour toujours. Et ce qui m'a étonné est de voir que, j'ai eu l'impression en tout cas, que chacun dans le groupe, tout de suite s'est positionné d'un côté ou dans l'autre. Par nature. Après, ça ne veut pas dire qu'ils le font réellement. Mais c'est comme si cette question-là touchait intimement chacun des personnes que j'avais en face de moi.
Après, plus concrètement, oui, si on se dit qu'un dilemme est une situation dans laquelle chaque choix comporte une perte, des dilemmes, nous avons vu des dilemmes tout le long de la construction du spectacle. Je vais dire, chaque jour était un dilemme. Chaque scène, chaque répétition, on était face à des dilemmes, parce qu'on avait tellement de situations dans lesquelles il fallait choisir quoi perdre, en fait. Soit on perdait quelque chose, soit on perdait autre chose. Même aujourd'hui, moi, en tant que metteur en scène, à la fois, je suis d'accord avec Mourad sur le fait que la culture devrait être partout, en détention, et à la fois, à l'institution pénitentiaire, je pense que je ne ferai plus de théâtre en détention parce que je n'adhère pas à cette institution-là et je n'ai pas envie de rendre agréable ce lieu dont je ne partage pas les valeurs, ni la vocation, ni la mission. Ça, c'est un dilemme. Parce que dans les deux cas, il y a une perte. Dans les deux cas, je renonce à quelque chose. Donc, quoi choisir ? Dilemme, c'est une vaste question en réalité, le dilemme. Parce qu'on est déjà dans un dilemme là. Non, mais je pense que tu as répondu à pas mal de choses que je voulais dire. Donc ouais, le dilemme, c'est de renoncer en réalité, c'est ça le plus dur. Parce que quand on choisit, comme tu le dis, on choisit, on renonce. C'est entre la pilule bleue et la pilule rouge. Laquelle choisir? Tu vois, c'est un dilemme. Ouais. C'est tout. Moi, je trouve que c'est pas une question. C'est une question qui m'a souvent été posée. Hein. Enfin, pourquoi tu travailles en prison alors que... Mais pour moi... Enfin, je trouve quand on voit le résultat, je trouve qu'il n'y a pas de question, il faut faire ça. Alors, ça participe au système. Ok, ça participe au système. Mais néanmoins, est-ce que c'est une raison suffisante pour déserter? Posons la question comme ça. La réponse est non. Enfin, oui. Je trouve que c'est non. Je suis vraiment pas d'accord avec ça. Les prisons sont là de toute façon. Quel que soit notre avis sur la prison, et à mon avis, je suis assez proche de l'avis qui a été exprimé, elles sont là. Alors, soit on déserte tous, soit il y en a quand même certains qui y vont. Ce qu'il faut, c'est les deux, évidemment. Il faut qu'il y en ait qui y aillent, pour rendre ce truc un peu moins invivable qu'il ne l'est, et puis il faut qu'il y en ait qui n'aillent pas, pour redire « Eh, faites gaffe, c'est invivable ». Il faut que les deux rôles soient tenus. Et il y en a, leur terrain, c'est la prison, c'est un peu mon cas. Je ne l'explique pas, hein. Moi j'ai été faire un stage en prison quand j'étais étudiant dans cette bonne maison ici, et puis après mon premier jour en prison, je me suis dit « C'est mon truc, quoi, c'est mon terrain ». Il y a des lieux où on est bien, comme le théâtre est ton terrain. Et c'est ça que tu sais faire. Et toi aussi. Bah moi, a priori, ce que je sais faire, c'est travailler en tôle. Et quel que soit mon avis sur la prison, hein, enfin, j'imagine que dans les théâtres, il y a aussi parfois une belle bande de salauds. Hein. J'ai pas compris, pardon. Non, je pense que dans les théâtres, dans le monde de la culture, il y a sans doute aussi une belle bande de salauds. Et tout le monde n'est pas formidable. Et il y a aussi des enjeux de pouvoir, des enjeux de pognon. Mais pourtant, on y est, on occupe ce terrain-là. Mais la prison, à certains moments, c'est ça aussi. Il y a des enjeux de pouvoir, il y a des enjeux... mais il faut qu'on y soit, il faut que certains y soient en tous les cas, pour rendre ce lieu moins invivable, je pense. Et c'est le rôle de tous. Hein. C'est le rôle des metteurs en scène, c'est le rôle des agents pénitentiaires, c'est le rôle des directeurs, c'est le rôle des aumôniers, c'est le rôle des profs d'UNIF. On a tous une place à prendre là-dedans. Alors, il y a une espèce de grande hypocrisie permanente sur la prison pour ceux qui y travaillent. Vous entendrez peu de gens dire « je vais travailler en tôle, mais je ne suis pas d'accord avec ça ». Mais je ne suis pas d'accord avec la dynamique fondamentale de la prison. Peu le disent parce qu'ils savent que s'ils le disent, il y aura des phénomènes d'exclusion très durs qui vont se passer. Donc ils ne le diront pas en public. Mais dans les conversations qu'on a en tête, combien ne sont pas venus pleurer, vraiment pleurer, hein, dans mon bureau en disant c'est trop dur ce qu'on voit en prison. Et pas des détenus. Hein. Donc vraiment, pour moi, ce n'est pas une question.
Je ne résiste pas à la tentation. Je peux répondre? Oui, après, je termine par une petite phrase. On m'a posé la question avant-hier, hein, et j'ai répondu, heureusement qu'il y a des écolos qui travaillent chez Total. Je crois que c'est vraiment vrai. J'ai un copain écolo qui travaille chez Total, et il fait beaucoup de bien là où il est. C'est, à mon avis, tout aussi contradictoire, mais tout aussi justifié. Oui, il y a des gens bien et des gens mal dans le théâtre, certes. Mais le théâtre n'est pas une institution créée par l'État pour enfermer les pauvres. La prison, oui. Donc, il y a un certain écart, même s'il y a des gens bien et des gens mal, et dans la prison et dans le théâtre. Raison de plus pour aller en prison? Nope. Peut-être pour revenir sur... Je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il a dit. Hein. On enferme les pauvres et c'est scandaleux. Hein. C'est eux qui sont en tôle avant tout. Hein. Pauvres, immigrés, anormaux. Oui, tout ça est quasiment synonyme en prison. C'est terrifiant. Non, voilà. Il y a quelque chose qui a été dit dans le documentaire qui m'a... Voilà, qui m'est resté en mémoire et peut-être qu'on pourrait revenir là-dessus ici. Donc, il y avait quelqu'un qui disait que la culture et surtout le théâtre était quand même réservé au départ à une certaine élite. Donc voilà, peut-être par rapport aussi à ça, le théâtre et l'institution culturelle a peut-être aussi quand même un rôle justement dans ces inégalités. Voilà, un peu pour faire l'avocat du diable, qu'est-ce que tu penses? Absolument. Je pense autant de mal de beaucoup d'institutions théâtrales, pas toutes, mais c'est vrai, je trouve que le théâtre, beaucoup de théâtres, beaucoup de musées, beaucoup de structures culturelles sont des dispositifs d'exclusion, sont conçus, pensés, de l'architecture jusqu'à la programmation, comme un endroit dans lequel on exclut, et on dit certaines personnes oui, d'autres non. Ça, à mes yeux, c'est clair et net. Donc la question est, comment faire du théâtre aujourd'hui autrement? Et ça, c'est une vraie question. Un peu en écho à ça, moi, ce que j'ai remarqué, mais c'est uniquement de mon expérience professionnelle, j'ai travaillé dans 4 prisons. La culture, pour faire simple, vient dans les prisons où il y a déjà un certain apaisement. Quand la culture vient dans la prison, c'est bon signe. Ça veut dire que la prison ne fonctionne pas trop mal, selon moi. Ce n'est pas la culture qui fait que la prison fonctionne mieux. Alors, quand elle fonctionne bien et que la culture vient, elle fonctionne encore mieux. Mais le point de départ n'est pas l'arrivée d'une pièce de théâtre, d'un concert, d'une activité culturelle. Ce n'est pas ça qui fait que les dynamiques en prison, au départ, sont meilleures. C'est parce que les dynamiques deviennent meilleures, parce que la surpopulation diminue, parce qu'il y a une manière de faire qui change un peu, parce que le bâtiment n'est pas dégueulasse, enfin, je ne sais pas très bien. Alors, naturellement, la culture a un petit peu plus sa place en prison, et alors elle peut prendre la main et commencer ou participer à un cercle plus vertueux. Et donc, ça, pour moi, c'est aussi une grande limite. Dans les prisons les plus infâmes, la culture n'arrive pas à rentrer. Moi, c'est ce que j'ai vu en tous les cas. Et donc, ce côté un peu révolutionnaire dont j'entends souvent parler à propos de la culture, je ne veux pas faire dans la provoque, mais je ne le vois pas en prison. Elle vient après, entre guillemets, la révolution. Et elle vient entretenir, mais elle est plus un baromètre de ce qui se passe, plutôt que la cause de ce qui se passe. Moi, c'est ce que j'ai vu, mais encore une fois, j'ai travaillé que dans 4 prisons. Ok. On va peut-être prendre des questions dans le public. Est-ce qu'on pourrait allumer la salle, peut-être, pour... Pas de souci. Est-ce qu'il y a des questions aussi qui ont été posées sur Internet, sur le chat? Ok. Alors, je ne vous vois pas, en tout cas. Une question ici. Voilà, je tiens le micro. Vous m'entendez malgré le masque? Ouais, c'est bon. Oui, bonsoir, merci à tous et toutes. Pour creuser encore le dilemme et la polémique, qu'est-ce que vous pensez de la question de l'abolitionnisme pénal, donc de l'abolition de la prison, justement? Gwenola Ricordo, qui est chercheuse, je crois, en criminologie, justement, à l'université de Chico, aux États-Unis, a écrit un livre qui s'appelle « Pour elles toutes, femmes contre la prison »,
où elle explore justement les résistances au système pénal à l'intérieur ou à l'extérieur des prisons un petit peu. Et dans ses interventions dans les médias, justement, elle explore les différentes hypothèses d'une société post-carcérale, de nouveaux modes de justice, par exemple la justice réparatrice qui est mise en œuvre par les zapatistes au Mexique, et différentes autres formes de justice qui essayent d'en finir avec l'incarcération et avec tous les problèmes que vous avez pointés. Donc est-ce que c'est une question qui se pose pour vous, que ce soit en tant que metteur en scène, en tant même que directeur de prison, criminologue, ancien détenu, comédien, etc. ou autre, ou est-ce que ça vous paraît encore trop utopique comme horizon? Voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse-là? Alors, d'ailleurs, je pense que Chloé a des arguments à nous présenter ce soir sur ce sujet. Pour ma part, ce que je peux dire est que je trouve... donc, je ne suis pas compétent dans ce domaine-là, donc je parle que pour, mon avis avec l'expérience qui est la mienne. Je trouve que la détention est une seule réponse qu'on donne à des problèmes extrêmement différents. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne dis pas que l'enfermement, en tout cas la possibilité d'isoler un élément dangereux dans la société soit contestable. Au contraire, je viens d'un pays dans lequel le crime mafieux est un crime que, à part isoler cette cellule du reste du tissu social, il n'y a pas d'autre manière. Parce que, ça, par définition, voilà, c'est une question de couper le réseau. Mais que ce soit la seule réponse possible à tout un éventail de comportements humains, ça me semble une erreur, clairement. Je suis totalement d'accord. De ce que je sais de l'abolitionnisme, mais je suis tout sauf un spécialiste, l'abolitionnisme est aussi une posture théorique qui dit que si on sort de nouvelles lois ou qu'on veut organiser la société, oublions le mot prison. C'est pas pour casser ou démolir celle qui existe maintenant, mais c'est plus pour penser le futur et dire on ne trouvera jamais de système plus efficace si on a le mot prison en tête. Donc c'est avant tout une posture théorique et ça, je trouve, c'est plus que stimulant. Je pense que l'abolitionnisme, comme on vient de le dire, ne dit pas qu'il ne faut jamais isoler ou enfermer. La question, c'est faut-il enfermer comme on le fait? Enfin, ça, la réponse, elle est claire. Vous avez dit... L'abolitionnisme, en parlant de l'abolitionnisme, vous avez parlé d'autres systèmes de justice. Moi, je pense que le nœud est évidemment là. Tant qu'on fera de la justice pénale, il y aura des prisons derrière. Ce qu'il faut faire à tout prix, me semble-t-il, c'est éviter de mettre dans le tuyau pénal des problématiques sociales. C'est ce qu'on disait quand on dit qu'on enferme les pauvres, les immigrés. Si on n'a pas des réponses sociales à des problématiques sociales, ça ne marchera jamais, on fera du pénal et les prisons seront toujours plus pleines. Il faut prendre le mal beaucoup plus haut. Il faut vraiment que le système social fonctionne et alors l'abolitionnisme existera. Je pense qu'il ne faut pas prendre une réponse pénale, juridique à cette question-là, mais avant tout sociale. Dès qu'on met dans le tuyau pénal, c'est foutu. Le policier, moi c'est un truc qui m'a toujours fasciné. En fait, rapidement, j'essaye, la catastrophe pénitentiaire, pour le dire comme ça, c'est l'addition de tout le monde qui fait très bien son travail. Le policier voit une infraction. Ça ne va pas, une infraction. Enfin, quelqu'un qui se fait casser la gueule, il doit bien le signaler. Donc il le signale, c'est son boulot. Le parquet, il poursuit, c'est son boulot. Il amène devant le juge. Le juge, il juge. S'il ne juge pas, il va être puni lui-même. Donc il doit juger. Et il ne peut juger qu'avec les lois qui existent, il ne peut pas juger autrement. Donc il juge avec les lois. Le gars est amené devant le directeur de la prison. Le directeur de la prison, il a une loi à respecter, c'est d'incarcérer ceux qui lui sont donnés. Donc j'incarcère. Et puis, le ministre peut libérer anticipativement, ou les tribunaux, ou le ministre pour les congés pénitentiaires. Il est prudent, évidemment. On lui demande que ce ne soit pas le bordel dehors quand on libère quelqu'un. Donc il fait vachement gaffe. Et donc, moralité, il n'a pas envie d'avoir des emmerdes politiques, parce que tout c'est quand même un système démocratique. Enfin, il y a quelque chose qui est tout à fait légitime là-dedans. Donc il respecte la loi qu'il a lui-même votée. Il est là pour porter un projet, il a été élu pour ça. Et on ne peut pas dire que... malheureusement, tout ça a une légitimité démocratique, ce système-ci. On ne peut pas dire que la rue soit dehors pour réclamer l'abolition des prisons. Et donc tout le monde fait ce qu'il faut, ce qui lui est demandé, on arrive à ça. Donc à mon avis, il faut en amont que les règles changent, qu'on empêche ces choses-là d'aller dans le tuyau pénal.
Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, et peut-être pour rebondir sur une chose aussi, c'est la lutte vraiment anticarcérale et la question de l'abolitionnisme est certainement une des questions les plus impopulaires politiquement, donc c'est très compliqué évidemment de s'en emparer, et voilà, en effet, il n'y a personne dans la rue. J'ai une contre-anecdote là-dessus. Donc j'ai travaillé 10 ans à Forêt, et à Forêt en 2016, le bourgmestre a tapé du poing sur la table en disant « ça n'est plus possible ». Une prison aussi dangereuse, aussi délabrée. Et il a dit au ministre, si vous ne réglez pas le problème, je ferme la prison. Moralité, Forêt était à 600 détenus, je fais simple, et on s'est retrouvé à 180 détenus. Et j'ai vu alors tout ce que je disais, la culture est arrivée, enfin toute la pression a diminué sur Forêt. Le bourgmestre m'a dit, je me suis fait féliciter sur les marchés par les petits vieux et par mes policiers les plus durs. Spontanément. Pour la petite histoire, j'étais en vacances un peu après dans les Ardennes, dans un gîte, enfin comme tout le monde. La proprio apprend que je suis directeur de la prison de Forêt. Première chose qu'elle a dit, il a bien fait ce bourgmestre quand même. Donc je ne suis pas sûr de ce que vous dites, que ce soit si impopulaire. Moi, ma théorie, c'est que tout le monde s'en fout en fait. Et donc il faut en profiter. Et de toute façon, qui vote en fonction de ce qui a été fait ? Faut peut-être pas le faire 3 mois avant les élections, parce que ça, évidemment, ça va être instrumentalisé. Mais s'il y a des politiques comme ça qui sont faites dans des temps un peu prudent, et puis il y a 2 ans qui se passe, tout le monde aura oublié. Allez, franchement, qui vote en fonction de ce qui a été fait ? Vous lisez un programme avant de voter ? Oui, parce que vous êtes à l'UCL, mais a priori, normalement, on ne le fait pas, quoi. Voilà. Merci. Peut-être une autre question ? Moi, j'ai été interpellée par le choix du texte parce que, au-delà des thématiques qui paraissaient vraiment bien correspondre au public, je trouvais qu'au niveau linguistique, c'est quand même un texte extrêmement difficile à porter, et j'ai été impressionnée comme tout le monde a eu l'air de s'approprier cette manière de dire qui est quand même très désuète, si on peut dire, ou en tout cas pas facile à porter aujourd'hui. Pour avoir participé à une expérience de théâtre en prison, tout le côté linguistique était vraiment un côté difficile, sans compter le fait d'apprendre son texte ou des choses comme ça, mais même simplement porter une parole aussi élaborée sur le plan linguistique, je trouve ça pas simple. Donc j'ai été très interpellée par le choix, mais manifestement c'était un bon choix, ça a bien fonctionné. Mais je voulais savoir si ça avait posé problème ou pas. On entendait au début qu'il pataugeait un peu sur les passés simples, ce qu'on peut bien imaginer. Mais voilà, comment est-ce que ça a été vécu, ça, par les personnes qui ont dû porter ce texte ? Mais réaliser le casse du siècle est très difficile, mais c'est aussi très excitant. Et quand on le réalise, après, voilà, le choix d'Achille est touché. C'est pour toujours. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, Mourad, là-dessus. En fait, ça dépend du niveau de chaque artiste, pour ne pas dire détenu en réalité. C'est quand même des artistes. Donc ça dépend de son niveau scolaire. Mais l'avantage qu'on faisait, nous, par rapport à cette aventure, c'est que d'abord, on lisait le texte et on voyait qui avait compris quoi dans ce texte-là en réalité. Parce qu'on pouvait lire le même texte, mais avoir des compréhensions différentes et avoir des visions d'angles différentes, selon peut-être sa sensibilité, son caractère. Donc on lisait d'abord et voir qui a compris quoi, et de là, c'est encore plus simple pour apprendre et pour répéter et réciter les textes. C'était plus simple. Nous avons répondu ou pas ? Un chiffre qu'il faut rappeler à propos des prisons, 60% des détenus n'ont pas leur diplôme de 6e primaire. Quand on parle de problématiques sociales, enfin, je pense que tout est dit avec une déclaration pareille. Oui, et après, peut-être pour répondre plus sérieusement à votre question, c'était un projet qui a demandé 1 an et demi de travail, et c'est important, je pense, ne pas avoir peur. En ce moment, je travaille à Shakespeare avec des personnes ayant eu des expériences psychotiques.
La langue de Shakespeare, il faut la porter. Voilà, c'est baroque. Et pourtant, on le fait. C'est, petit à petit, c'est un travail au jour le jour, effectivement. Il y a plein de stratégies. Ensemble, on le lit, on le confronte, on y réfléchit, on cherche une traduction, on ajuste. Cette phrase-là est tournée de telle manière, est-ce qu'on peut la tourner autrement? Donc, c'est vraiment un travail d'artisanat qu'on fait tous les jours, pendant un an et demi. Et à la fin, c'est possible. La langue d'Homère peut devenir vivante. Moi, c'est aussi une question par rapport au choix de l'œuvre, au choix du texte. Vous parliez tout à l'heure, Mourad, d'horizon, et c'est vrai que dans un texte qui est violent par nature, qui est tragique, est-ce que justement vous n'aviez pas envie d'avoir un autre horizon plus positif, de ne pas vous replonger dans une violence qui était très intense? Est-ce que coller quelque part la réalité était thérapeutique ou vous faisait du bien ou... Moi, je dirais que on a combattu le mal par le mal. C'est jouer la violence, c'est pas pareil que la faire. Donc ouais, la jouer, c'est un petit exutoire, c'est un défouloir. Donc ouais, on dégage certaines choses sur scène en réalité que le public ne voit pas. En fait, il voit un certain truc, mais il ne sait pas ce que j'ai dégagé le premier jour où on a joué. Il n'y a que moi qui sais. Pour eux, ils ont vu Agamemnon. Pour moi, c'était pas Agamemnon, c'était autre chose qui s'exprimait ce jour-là. Donc, et à chaque épisode, après, chaque personnage, il va s'exprimer autrement. Donc, mais de jouer la violence et en partant d'un monde qui est violent, qu'il soit à l'extérieur ou à l'intérieur d'ailleurs. Donc de la jouer, ouais, on peut qualifier ça d'une forme de thérapie. Même si on n'est pas des malades, hein, c'est on parle de thérapie pour des malades, on n'est pas malades. Loin de là. Donc ouais, ça fait du bien, on va dire ça. La finalité, ouais, ça fait du bien. Et pour ajouter quelque chose aussi, c'est un apport majeur de la littérature, justement, pour répondre aussi à votre question, madame, de donner accès à cette littérature qui, par certains aspects, peut paraître trop élitiste, trop ancienne, trop dépassée, mais finalement, qui nous met au cœur de notre expérience ici et maintenant, dans la violence de la prison, de voir qu'un texte a priori aussi éloigné du public qui va le recevoir, mais un fait sens, c'est certainement un défi pour pouvoir prononcer les mots correctement ou le texte un peu désuet, mais c'est aussi une formidable chance, probablement, pour dépasser précisément la condition dans laquelle on se trouve. Un petit mot. Ah, pardon, allez-y. Il y a une dualité dans ce que vous dites, ce dernier mot. Détenu artiste. Est-ce que finalement, pour faire un bon artiste, il faut d'abord un détenu, quelqu'un qui est encombré, qui est prisonnier d'un certain nombre de choses, et que la clé, c'est de trouver la libération, c'est de trouver quelque chose qui permet de sortir. Et on devient artiste parce qu'on sort d'un certain nombre de cadres qui vous enferment, et cette libération exprime d'autres choses. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous parlez d'éducation, de niveau d'école, etc. Bien sûr, il y a des cadres, mais moi je vois des petits-enfants qui sont les nôtres. Il ne faut pas grand-chose comme clé pour qu'ils expriment quelque chose qui est très artistique, mais artistique dans une forme de pureté. Il y a une petite clé de temps en temps, c'est qu'il faut qu'ils aient un peu de technique, qu'ils aient un petit peu de choses. Il ne faut pas seulement un pinceau et une gouache, il faut savoir mettre l'eau dans la peinture pour que ça marche, mais après ça part tout seul. Et finalement, cette dualité est forte. Artiste et détenu. Moi, elle est forte
Mais en fait, l'expérience forge le talent, que ce soit dans n'importe quel domaine en réalité, que ce soit sportif, un ébéniste, ou peu importe. Son expérience fait qu'il a du talent. Donc les expériences aussi de la vie, les parcours, font que quelque part, on va déceler ce talent-là ou quelqu'un d'autre va le déceler. Ce que Luca a fait. Moi, si vous me parlez, vous me dites que j'ai du talent, j'ai aucun talent pour moi. Des fois, ce que Luca me dit, je le vois pas, moi. C'est lui qui le voit. Donc, ouais, détenu artiste, pour moi, ça va ensemble. Parce que chacun son parcours, chacun ses expériences, chacun son sac à dos avec le poids qu'il porte. Donc, ouais, pour moi, je ne peux pas les dissocier les deux en réalité. Et l'ayant vécu. Donc pour moi, ouais, l'expérience forge le talent. Tout simplement. Un tout petit mot, et c'est pour compléter. Moi, il me semble, vous l'avez dit, c'est Luca qui vous a dit que vous aviez du talent. Tout seul, on ne le sait pas. C'est vrai, je pense, pour un détenu, mais c'est vrai pour n'importe qui. Pour votre petit qui a besoin d'un peu de technique pour peindre. Et moi, ce que j'ai vu, ce qui marche en prison, comme entre autres pour la culture, mais pour d'autres choses aussi, c'est avant tout la qualité de la personne qui mène l'activité. Ou pour le dire mieux, qui se met côte à côte avec le détenu. Si Luca n'avait pas dit à Mourad « tu as du talent », on n'en serait pas là. Si à la prison, certains ne viennent pas dire au détenu, pour le dire en un mot commençant « je t'aime », il n'y a rien qui est possible. Si vous ne dites pas à votre petit-fils « je t'aime », évidemment que ça lui donne des ailes et il peut commencer à peindre. Mais c'est parce que c'est le type de parole qui n'est jamais tenu en prison, ce type de parole n'est quasiment jamais tenu en prison, qui a aussi beaucoup de blocages. Donc je pense vraiment, ça renforce, je me donne raison, il faut venir en prison pour dire ces choses-là. Je vais totalement dans le sens de Mourad en disant que, à mes yeux, ce qui fait la qualité d'une œuvre est la nécessité, l'urgence qui l'anime. Donc il peut y avoir 1000 formes d'urgence qui animent un être humain. Parmi ces formes, il y a la détention, mais il n'y a pas que ça. Mais si le geste naît d'une urgence réelle, alors je pense que l'œuvre a une qualité. Voilà. Il y a peut-être aussi pardon, allez-y. Voilà, c'est une question au sujet de vos relations avec les autres détenus au moment de toute cette expérience et après cette expérience. Est-ce que le fait d'avoir participé à cette expérience a changé vos relations avec les autres détenus? Il y a une fraternité, on l'a évoqué, qui s'est créée dans le groupe, mais est-ce que ce groupe, du coup, ne s'est pas retrouvé isolé des autres détenus? Est-ce que ça n'a pas créé une sorte de différenciation entre les détenus artistes et les détenus tout court, avec éventuellement des formes d'envie, de jalousie, d'indifférence peut-être, ou le fait de même être repoussé, je ne sais pas. Moi, pour ma part, ça n'a rien changé du tout. J'étais le même détenu qui vous voyait au quotidien, en réalité. C'est pas parce que je fais du théâtre que quelque part tu vas manquer de respect ou que tu vas m'isoler. Déjà, j'ai pas besoin de me mélanger. Donc non, ça n'a rien changé pour moi. Après, pour les autres, je sais pas, mais de dire que le théâtre a fait que les détenus qui ont participé à cet atelier ont été isolés par les autres, non, j'ai pas vu ça, moi, en tout cas. Au contraire, c'est certains détenus qui venaient au début, comme il disait dans le documentaire, à la rigolade. Pourquoi tu fais du théâtre? Parce qu'ils connaissent pas. Mais quand on leur explique, quelque part, ils commencent à tendre l'oreille et à se dire « Ah ouais, si lui il le fait, pourquoi pas moi en vrai? Si lui il a été curieux d'aller voir, pourquoi je ferais pas comme lui ?» Alors qu'on a été les précurseurs, nous, de base. Et quelque part, ça a été bénéfique aux autres, et tant mieux. Tant mieux, c'est comme si il faut juste tendre la main vers quelque chose, vers quelqu'un. C'est ça le plus dur à faire.
À partir du moment où on a franchi ce pas-là, en réalité, il n'y a rien qui peut arrêter soit la culture ou l'être humain. Il faut aller vers les autres. Faut pas se renfermer. Plus on se renferme, moins on se connaît réellement. On se connaît soi-même déjà. Donc pour se connaître, il faut aller vers les autres. On apprend des autres. J'ai appris de Lucas, j'ai appris de mes camarades, j'ai appris du public, j'ai appris des autres metteurs en scène qui venaient, j'ai appris pas mal. Et j'ai appris sur moi surtout. Donc non, j'ai pas vu un groupe qui a été isolé par un autre groupe. Au contraire, ça se chamaillait un petit peu au début, mais au final, de toute façon, la chamaillerie, il y en a toujours. On se taquine, mais au final, il y en a qui chamaillaient au début et ils font partie du deuxième groupe. Ils en parlent et voilà, tant mieux. Tout simplement. Bonsoir. Je voulais demander, on vient de parler un peu des jalousies. Moi, j'avais envie de savoir aussi s'il y avait d'autres jalousies qui se sont présentées, et je pense notamment à celle des agents pénitentiaires, quand on accorde beaucoup d'attention aux détenus et aux détenus artistes, là en l'occurrence. Et je voulais savoir aussi plus globalement, en gros, ce qui pouvait faire aussi bien moteur que pour mener cette expérience au quotidien, que frein pour mener cette expérience au quotidien. Voilà, merci. Alors, dans mon expérience, j'ai eu dans l'administration pénitentiaire et les surveillants et des gens qui ont soutenu le projet et qui étaient des vrais alliés, mais aussi tout autant des personnes qui étaient ouvertement contre le projet, ouvertement ou moins ouvertement, qui boycottaient le projet ou qui voulaient sans cesse rappeler qu'ils étaient l'autorité. Et donc, d'une manière ou d'une autre, ça posait beaucoup de problèmes. Des gestes comme ça d'abus d'autorité, disons, ont été faits vers moi, vers une partie de l'équipe. Ce qui a beaucoup dérangé à certaines personnes, c'était quand Iliad c'était un gros succès. Paris-Villette a refusé entre 30 et 40 personnes par soir. C'était plein, à craquer. Tous les soirs, les gens debout qui pleuraient et qui nous regardaient en disant « Mais qu'est-ce que vous avez réalisé ?» Donc la presse en a parlé. C'était un cas qui a fait jurisprudence. Donc la presse a fait aussi en sorte que cette chose-là arrive à l'intérieur de la prison. Et Kamel, celui qu'on le voit, le grand chauve qu'on voit dans le film, il a eu plusieurs problèmes parce que c'est quelqu'un qui, je pense, a du mal avec l'autorité en général, et quand quelqu'un ne faisait que le rabaisser en soulignant que maintenant, t'es un acteur, tu fais la grosse tête, là, qu'est-ce qui se passe? T'es Gérard Depardieu. Donc, et c'est des choses qui, malheureusement, ils vivaient aussi, ils rentrent, donc perquisition, donc parfois des gestes déplacés, enfin des choses comme ça se sont produites aussi. Mais il n'y a pas eu que ça. Heureusement, il y a eu des alliés à l'intérieur et à l'extérieur qui ont soutenu le projet et qui ont fait en sorte que ça a pu se faire, malgré tout. À ce niveau-là, dans la société libre et normale, on voit aussi quand même beaucoup de freins pour les activités culturelles. Pas qu'en temps de Covid, manifestement ça a quand même bien chauffé avec le gouvernement flamand qui a coupé pas mal de subventions. Donc encore une fois, ce qui se passe en prison est aussi le reflet de ce qui se passe dans la société libre. C'est une chose. La deuxième chose, c'est ce qu'on disait au début. Vraiment, alors il y a quelques agents qui certainement ont fait de l'obstruction pleine, volontaire, assumée, etc. Mais il faut aussi essayer de pointer le décalage que ce genre de projet amène dans la prison. Qu'est-ce qu'on demande à un agent? C'est qu'il surveille, c'est qu'il empêche qu'il y ait des problèmes. Et il entend ça depuis le premier jour de sa vie en prison jusqu'au dernier jour. Tu dois surveiller le détenu, il est là pour être puni parce qu'il a fait ceci, cela. Et donc c'est un discours qu'il entend à longueur de temps. Et puis, voilà un extraterrestre qui débarque avec un projet qui est l'exact opposé de ce qu'on lui demande au quotidien. Donc vraiment, il y a une espèce de violence que ce projet arrive en prison
Et donc, il peut y avoir des réactions tout à fait perdues qui s'expriment de différentes manières, dont parfois de l'obstruction. Ce n'est pas possible que ça marche en un coup, ces projets-là. C'est tellement à l'opposé de la dynamique première. Ça ne peut pas aller. Et puis, deuxième chose, c'est stupide ce que je vais vous dire, mais c'est vrai, qui fait le gros des troupes dans les prisons? C'est les agents pénitentiaires. Et donc, ils sont X fois plus nombreux que les infirmiers, que les directeurs, que les psys, donc, c'est eux qui donnent la tonalité, et c'est normal. C'est eux qui sont les plus nombreux, ceux qui vivent le plus longtemps avec les gars, etc. Donc, c'est des problèmes malheureusement inévitables. Mais c'est pas mais vraiment avec force. C'est pas parce que ce sont des gars qui ne veulent pas de la culture, qui veulent que le détenu sèche en cellule à longueur de temps. Il y en a quelques-uns comme ça, mais c'est vraiment une infime minorité. C'est en décalage avec ce qu'il leur est demandé depuis le premier jour, y compris avec le discours qui circule sur ce que doit être une prison, un discours qui circule dans la société libre et normale. Donc évidemment que tout le monde est paumé. Et si oui, comment? Avez-vous été rémunéré? Et si oui, sous quel statut? Vous parlez à moi? Le comédien, intervenant, metteur en scène, assistant. Ouais, on a été rémunéré. Avec les moyens du bord, avec le budget qui a été attribué à Lucas. Donc voilà, il fallait répartir. Et, on n'est pas riche, mais il a fait le maximum avec le minimum qu'on lui a donné. Donc voilà. Alors, pour compléter, c'est vrai, tout ça c'est vrai. En détention, je n'avais pas le droit de rémunérer les personnes. C'était un atelier. Il y avait uniquement moi et les acteurs professionnels qui nous étions rémunérés. Mais dès que les personnes sont sorties et ont commencé à travailler dehors, parce que sous un an et demi, plusieurs personnes sont sorties entre-temps et donc ils ont commencé à répéter en milieu ouvert. Et là, pour le coup, ils avaient un contrat, comme les acteurs, un contrat d'acteur. D'ailleurs, tu as été intermittent à un moment donné. Mais on a eu beaucoup de difficultés. On a eu les moyens de bord étaient pas très riches et on a eu beaucoup de retard, de problèmes de trésorerie, ce qui a créé aussi beaucoup de tensions dans l'équipe à la fin, parce que à la fin, les acteurs attendaient, mais tout le monde. Moi en premier, mais les acteurs aussi attendaient leur salaire pour plusieurs mois, jusqu'à le fait que la compagnie a déposé le bilan. Donc pour vous dire que grand succès artistique, mais financièrement parlant, c'était une tragédie. Mais on a aussi beaucoup appris, parce qu'effectivement, vous imaginez 10 heures de spectacle avec 15 personnes sur le plateau, pendant un an et demi, c'est très cher, c'est très très cher. Mais voilà, aujourd'hui on est encore là et il y a des repas bientôt. Voilà, merci à tout le monde pour votre attention, merci aux intervenants. Est-ce que vous avez encore envie de dire quelque chose avant qu'on clôture la soirée? Merci à tout le monde, tout simplement. Merci beaucoup. Merci aussi. Voilà. Ah oui, pardon. Très théâtral comme timing. Oui. Frédéric me rappelle qu'effectivement, si vous voulez en savoir davantage, j'ai quelques copies d'un livre qui a été fait à l'époque qui raconte beaucoup de choses, un peu l'envers du décor, si vous voulez. Il y a tout le jeu de bord de la création, le budget aussi, il y a tout un tas de choses, des photos, voilà. Donc si ça vous intéresse, j'ai quelques copies ici et c'est à 5 €. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci.